C'est fou, hein, mais même quand c'est moins bien, quand c'est Spielberg à la réalisation, c'est toujours vraiment cool. Whatever happens, don't you let go. Bonjour à toutes et à tous, nous voilà une bonne semaine, voire même un peu plus qu'une semaine, donc après avoir fait la critique de la première partie sur De Gaulle, je sais... Je suis un peu en retard en effet pour la critique de celui-ci, parce que je crois qu'il est sorti le 10 juin dernier, donc Disclosure Day. Donc nous allons parler aujourd'hui, parce que je pouvais pas être présent avant, donc je crois que c'est la première fois qu'on parle de ce mec, donc du génie, je pense qu'il y a pas besoin de remettre en question ça, du divin, de l'unique Steven Spielberg, voilà, avec son 34e long métrage, donc nous allons parler de Disclosure Day, donc le jour de la révélation, et vous allez voir que ça va avoir une importance dans le film, Un film ô combien mystique, en fait dès ses premières images, dès que les premières images et même l'histoire en tant que telle est quand même assez mystérieuse, ça se voulait comme un retour pour Steven Spielberg dans le fantastique, lui qui s'était quand même beaucoup éloigné depuis plusieurs années du côté fantaisiste. Alors oui, il avait fait Ready Player One, mais il y avait ce côté très nostalgique bonbon avec Ready Player One et les derniers films qu'il a fait, donc c'est-à-dire son fameux remake que j'avais trouvé génial de West Side Story, et surtout son film le plus intimiste et personnel qui était The Fablesman, qui revenait un peu sur la vie de Steven Spielberg autobiographiquement, sur son enfance, comment il a aimé, comment il est tombé dans la puissance de l'image, de la caméra, etc. Donc voilà, c'était des films vraiment personnels, et du coup oui, Spielberg qui revient à ses premiers amours, donc 44 ans après E.T., donc E.T. 1982, et 49 ans après Rencontre du troisième type, qui était sorti en 77 ou 76, et 18 ans après, je crois que c'était la dernière fois que Spielberg avait parlé d'Alien, avec 18 ans après Le Royaume du crâne de cristal. Bon, ça, je pense qu'on n'a pas besoin de revenir dessus, mais voilà, c'est vrai que revoir Spielberg dans ce genre ne pouvait que donner envie, c'est surtout dans la manière dont il voulait montrer cette nouvelle façon de parler du premier contact, de parler des extraterrestres, des aliens, dans quelque chose de beaucoup moins grand public, peut-être quelque chose qui pouvait se ramener à ce qu'avait fait Denis Villeneuve avec Premier Contact, cette idée de titiller notre curiosité par le prisme d'un Spielberg plus mature, d'un Spielberg beaucoup plus personnel, comme il a pu le faire sur ses derniers projets. Et en fait, le voir se confronter à une nouvelle manière de traiter le genre de la science-fiction, avec cette idée de questionner notre monde, notre existence, et croire en une vie différente. De toute façon, Spielberg, l'un de ses principaux objectifs, c'était de croire en l'impossible, de croire en quelque chose qui ne pouvait pas exister, et de te le montrer, véritablement de te le montrer par l'image, que ce soit Les Dents de la Mer, Jurassic Park, etc. etc. Tout autant aussi que Spielberg voulait quand même, comme d'habitude avec lui, dénoncer beaucoup d'institutions, les institutions gouvernementales, à travers justement le prisme de la révélation, donc du Disclosure Day. Alors du coup, ce 34e long métrage, avec donc en acteur principal Josh O'Connor et Emily Blunt, signe-t-il un tour de maître, un nouveau tour de maître pour Monsieur Spielberg, ou alors un pétard mouillé et une profonde déception, puisque là aussi on était quand même assez partagé sur cette idée de quel va être l'intérêt de ce film, vu que voilà, il gardait quand même un minimum de mystère. Et on va voir ça maintenant. Trêve de suspense, en fait, Disclosure Day, c'est un film qui est compliqué. C'est un film qui est très compliqué, je vous avoue, j'ai pas encore eu d'avis clair dessus, c'est-à-dire que j'aime à la fois le film et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas. J'ai pas d'opinion claire et précise parce que je l'ai vu hier, donc ça doit être encore mijoté parce que ça reste un film très intéressant. C'est un film qui est vraiment fascinant, à la fois fascinant et à la fois très décevant. Je vais commencer par le fascinant. De toute façon, on va développer tout ça. En fait, ce qui est fascinant, c'est comment en fait ce film va dire sur notre monde actuel, sur ce qu'il va dire dans la carrière actuelle de Spielberg. C'est ça aussi qui est intéressant à travers ce film. Comment il va traiter de l'information, comment cette rencontre avec, si cette rencontre se fait, si on délivre ces informations qui sont restées secrets, comment ça va influencer notre monde qui est au bord de la crise. C'est pas dans sa démarche que je vais critiquer le film, ni dans sa forme, parce que je trouve que dans la forme c'est exceptionnel, je reviendrai dessus aussi, mais c'est plus dans son scénario et dans son récit qui est vraiment, alors à la fois mal écrit,
à la fois je trouve que c'est du réchauffé, et il y a beaucoup de choses qui sont assez paradoxales, parce que en fait je trouve que le meilleur côtoie, on va dire, le pire. En fait le film sonne le chaud et le froid de Spielberg. Je sais pas si la vidéo va être longue, par contre je pense qu'il y aura des spoilers, de toute façon je le mettrai dans la miniature, il y aura des spoilers, des légers spoilers, donc vaut mieux voir le film, voilà. Je vais dévoiler quand même des moments clés, même la fin, etc. Je vais quand même voilà, ça, c'est important pour vraiment comprendre à la fois le bon nombre de qualités qu'a ce film, et aussi les problèmes qui fait que ce film n'est pas le retour réussi de Spielberg dans ce genre-là, quoi. Vraiment, on sent qu'il y a cette dichotomie entre voilà, faire un film personnel et peut-être être trop dans la volonté Spielbergienne, et peut-être que ça ne fonctionne plus, malheureusement. Je vais commencer par les qualités du film qui sont quand même nombreuses. Déjà, donc, du coup, c'est le 3e film véritablement qui va parler de cette question d'une vie, enfin en tout cas d'une forme de vie alien ou extraterrestre. Donc après E.T. rencontre du troisième type, j'ai dit du troisième trip. Donc on arrive dans cette espèce de 3e film, de 3e long métrage qui est donc accordé à la rencontre des extraterrestres avec l'être humain. Sauf que je trouve que ça redonne encore une forme de modernité. En gros, Spielberg va perdurer ces enjeux qui étaient déjà relayés sous E.T., rencontre du troisième type, etc. avec un nouveau modus operandi, selon moi, c'est-à-dire une nouvelle manière, non pas par cette idée de rendre les extraterrestres différents, c'est même un peu un défaut, dans la manière dont on va les traiter, c'est quand même assez classique, voire extrêmement repompé de ce qu'il avait déjà fait avant, mais plus dans la rencontre qui va se mettre en place à la fin, et tout au long des 2h25 du film. En fait, c'est toutes les questions que va se poser Spielberg, mais va aussi nous questionner à travers qui va questionner au public, c'est nous questionner sur notre rapport à la vérité, questionner comment nous allons interagir quand tout sera dévoilé. C'est un peu le teasing, et c'est la manière dont on a un peu marketé le film. Comment en fait le jour de la divulgation ou de la révélation va impacter le monde tel que nous le connaissons. Un monde qui est très proche du nôtre, parce que je pense que le film se passe dans la même époque, puisqu'on parle quand même d'énormément de conflits géopolitiques. Donc bien évidemment, on fait très vite le rapprochement, de pays au bord de la 3e guerre mondiale. Donc vraiment, on sent que Spielberg se met et place son récit dans un contexte actuel, et le nôtre, quoi, dans un contexte véritable. Entre tous les conflits de tous les pays qui propulsent le monde au bord du précipice, quoi. Et en fait, comment cette rencontre et en fait cette découverte de cette forme de vie extraterrestre va influencer l'humain dans ce qu'il a de plus complexe. C'est ça qui est vraiment intéressant à travers le scénario et ce que veut mettre en place Spielberg dans sa réalisation. Et Spielberg va faire ce teasing tout au long de ces 2h25, qui va donner un sens à la fin du long métrage, dont je reviendrai après bien évidemment. Et il y a aussi un autre élément qui est très très pertinent. Spielberg va mettre, et ça c'est plutôt intéressant, je sais que beaucoup avaient trouvé ça un peu lourdin, mais moi je trouve que c'est vraiment intéressant, et en plus ça n'avait pas été véritablement développé dans les anciens films de Spielberg, pendant toute la filmographie de Spielberg, c'est mettre en parallèle la question de la foi religieuse. Ça c'est vraiment intéressant, à travers un personnage, donc la copine du personnage de Josh O'Connor, qui a été dans un couvent, et qui va se mettre face à la question de la foi religieuse, elle qui a perdu, non pas la foi religieuse, mais la foi humaine, c'est ça qu'elle raconte dans le film, et en fait, la question que pose Spielberg, et qu'on se pose aussi, que pose aussi le film, ça revient au même, c'est s'il arrive une forme de vie supérieure, donc extraterrestre ou non, mais on est plus sur une forme de vie supérieure, donc qui se rapporte à Dieu, à quelque chose de symbolique, comment la foi religieuse va évoluer. Ça c'est vraiment intéressant, il questionne énormément sur ce procédé durant tout le film, ce qui n'a jamais vraiment été mis en lumière dans son cinéma, je crois, ou alors il faudrait que je revoie peut-être des films comme La Guerre des Mondes, qui revenaient un peu dans ce côté un peu symbolique. Mais on sent vraiment véritablement une envie avec ce film que oui, Spielberg, il a changé, voilà. Nous ne sommes plus à l'époque de E.T., nous ne sommes plus à l'époque de rencontre du troisième type, à chaque fois je bafouille. On n'est plus ici pour nous divertir, ce qui explique le peu de scènes d'action, je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre le film. On n'est plus ici pour nous faire rire ou pour nous amuser, on n'est plus là dans l'émerveillement. Même si Spielberg tente encore cette idée d'émerveillement à travers un passage avec l'enfance de Emily Blunt, où elle va retrouver ses animaux, etc. Dans ce côté féerique, c'est intéressant, mais je pense pas que Spielberg a encore envie d'émerveiller. Je pense que là, il est vraiment dans un contexte de vouloir questionner énormément, lié aussi au contexte actuel de notre monde, quoi.
C'est ça qui est intéressant, c'est aussi vouloir peut-être un nouveau goût d'espoir à travers cette rencontre qui risque quand même de tout basculer dans ce qu'on connaît de notre univers. Bien évidemment, autre élément à prendre en compte qui fait que ce film est quand même pertinent, c'est bien évidemment la réalisation du bonhomme, qui n'est pas du tout, qui n'est plus à remettre en question. Je pense que Spielberg est un des plus grands réalisateurs qui a jamais été fait de notre monde. Voilà, c'est un immense, c'est même plus qu'un immense, c'est un des génies de la caméra, de l'écriture, de tout ce que vous voulez. Tant parce que, encore une fois, ça se confirme encore dans ce film, hein, tant la caméra, les plans séquences, les grands angles, c'est magnifique, sont pertinents et grandioses, c'est encore une fois magnifique. C'est magnifié par la photo de Janusz Kaminski, je crois, qui est, je crois, le directeur de la photo attitré de Spielberg depuis je sais pas combien de temps, depuis plus de 30 ans, qui est toujours aussi magnifique. Voilà, c'est un mec qui est absolument brillant. Voilà, je crois qu'il fait ça. Enfin, bon, il a quand même fait la photo de la liste de Schindler, etc. Enfin, quand vous voyez ces films-là, c'est des films qui ne vieillissent pas, qui sont absolument magnifiques. Donc la lumière, la photo, voilà, c'est absolument splendide. Il fait des plans quand même assez fous dans ce film, je vous avoue, vraiment. Avec le grand angle, il fait vraiment des plans qui sont absolument spectaculaires. T'as un plan qui est vraiment impressionnant, qui se rapproche énormément des plans de films de guerre, c'est-à-dire un peu en mode plan séquence à la 1917, où on va suivre le personnage de Josh O'Connor dans une prairie où il est recherché, il va devoir un peu se faufiler à travers les bagnoles. Je trouve que c'est magnifique, et en plus ça va suivre une scène d'action vraiment cool à bord d'une bagnole, et c'est là où je me dis, on rêverait de revoir Spielberg dans un film de guerre, c'est-à-dire qu'il refasse un film de guerre 28 ans après Il faut sauver le soldat Ryan. Putain, quand tu vois ces plans, tu te dis mais je rêverais de revoir ça, quoi. Je sais pas s'il a encore une idée de faire un autre film de guerre après le soldat Ryan, peut-être. Donc oui, comme j'ai dit, ça va aussi suivre une scène d'action qui est vraiment excellente, une des quelques scènes d'action sur les 2h25 qui est très bien rythmée. On voit aussi plusieurs références à toute la filmographie de Spielberg. Il le fait de plus en plus, hein. Il le faisait dans The Fabelmans, etc. Mais alors, au-delà de E.T., Rencontre du troisième type, bien évidemment, il y a une référence à Indiana Jones, avec un espèce de motel où t'as Josh O'Connor et sa copine qui vont se cacher, et l'hôtel s'appelle Indiana Hotel, je crois. Donc bien évidemment, référence assez évidente à Indiana Jones. Il y en a aussi une autre référence, mais là qui est plus concrète, c'est justement, je pense, la meilleure scène du film, qui est cette scène de collision entre une bagnole et un train, qu'on voyait dans les bandes annonces, qui est exceptionnel, encore une fois super bien réalisé. En plus, je sais pas si c'est des effets spéciaux, mais vraiment c'est impressionnant de réalisme, même si c'est des effets spéciaux, c'est impressionnant à quel point ça paraît réaliste et pas du tout artificiel, pas du tout numérique. Je sais pas, vraiment je trouve ça absolument magnifique. Et bien évidemment, ce passage peut faire penser à Duel, surtout au premier film, avec cette espèce de collision entre deux véhicules. Bon là, le train, enfin le camion qui était dans Duel est remplacé par un train, mais on sent vraiment une référence assez folle. Et c'est un peu dommage parce que vraiment, quand le film propose des scènes d'action, elles sont excellentes, elles sont vraiment excellentes, elles sont impressionnantes. C'est du Spielberg dans ce qu'on a un peu perdu avec lui, puisque voilà, comme je vous ai dit, ça fait depuis Ready Player One qu'il a pas fait quelque chose dans le pure action, ouais, c'est un peu décevant, quoi. Et sur 2h25, c'est un peu dommage, quoi. Surtout que bon, le rythme du film est pas terrible, dont je reviendrai après. D'ailleurs, je pense qu'on va passer aux autres aux problèmes du film, hein, qui font que Disclosure Day n'est pas mauvais, c'est pas un ratage, mais ça reste quand même un Spielberg un peu mineur, malheureusement, surtout quand on compare au dernier film qu'il a fait, que ce soit Fabelmans ou West Side Story. Principalement lié à son scénario, écrit par David Koepp. Alors, quand même, David Koepp, c'est un mec qui a quand même fait le scénario de Jurassic Park, etc., mais faut savoir que David Koepp, ça fait quand même depuis quelques années qu'il écrit quand même des scénarios pas top. C'est quand même lui qui a fait le scénario du dernier Jurassic World, voilà, que j'ai trouvé absolument catastrophique. Donc non, ça fait depuis longtemps qu'il n'arrive plus à écrire des choses très intéressantes. Là, c'est un peu mitigé, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont intéressantes, mais il y a beaucoup de choses qui sont très grossières dans le film, voire des trucs qui passeraient même pas, même chez un réalisateur, on va dire, un peu jeuneau, si on peut dire ça comme ça, mais surtout que c'est un peu bizarre de voir ça chez Spielberg. Donc on a un scénario qui est quand même assez confus, qui part parfois dans tous les sens. La bonne idée du scénario, même si très cafouilleux, ça laisse quand même planer beaucoup de mystères sur sa première heure. C'est-à-dire qu'il faut attendre quand même une bonne quarantaine de minutes pour comprendre les véritables enjeux, ce que veulent faire les personnages à travers cette idée du personnage de Josh O'Connor qui est recherché parce qu'il a dévoilé, parce qu'il a des vérités, ou en tout cas des dossiers qui prouvent que
une rencontre est possible et que il y a une forme de vie supérieure à la nôtre qui existe mais qui a été cachée depuis des années. Ce que je trouve grossier, voilà, ça fait depuis 1973, je me dis bon, on est en 2026, ça fait quand même, enfin, je trouve que dans le contexte, oui, dans un film ça peut fonctionner, mais alors si tu te le mets dans un contexte réaliste, ça fonctionne absolument pas. Mais c'est pas mauvais non plus de vraiment poser une ambiance sur les 40 minutes, même si tu comprends pas trop les enjeux, c'est ce que vraiment veut proposer Spielberg, voilà, ça donne vraiment une envie de pleinement apporter une ambiance. Là aussi, le scénario reste quand même assez creux sur ces personnages. Alors, ils sont plutôt bien écrits, même s'il y a aussi un gros problème de scénario sur deux temporalités. On va suivre au début le personnage de Josh O'Connor et ensuite on va suivre le personnage d'Emily Blunt. Et les deux temporalités sont pas non plus super intéressantes. Je préfère de loin celui d'Emily Blunt parce que je trouve que c'est beaucoup plus comment je peux dire ça, réaliste, c'est-à-dire que là où Josh O'Connor c'est juste un mec qui est recherché parce qu'il a volé des données, ce qui fait très cliché. Celui d'Emily Blunt est plus intéressant parce que tu essayes de comprendre le personnage qui permet qui lit dans les pensées des gens, qui comprend absolument tout, donc elle a une forme de pensée qui est quand même assez puissante, assez supérieure. C'est une espèce de Miss Météo. Il y a beaucoup d'humour aussi à travers ce personnage, donc on est beaucoup plus attaché à elle. Mais on est quand même sur un scénario qui est quand même assez creux entre les gentils qui sont très gentils et les méchants qui sont quand même très méchants. C'est con parce que Colin Firth, très bon acteur, mais je trouve pas que le personnage soit intéressant, voire même il est quand même assez creux quoi. Et même les méchants à côté, c'est vraiment dommage pour un Spielberg qui lui a quand même toujours gardé certaines nuances. C'est quand même bizarre, dommage. Autre élément qui déconne, il y a beaucoup, et là encore une fois, c'est un problème d'écriture de scénario, beaucoup de problèmes au niveau des personnages. Et voire d'énormes facilités scénaristiques qui sont en lien avec les personnages. Comme un truc qui m'a fait sortir du film et qui va faire sortir du film beaucoup de monde, c'est le manque de menaces concrètes. C'est-à-dire que comment tu peux croire à une menace gouvernementale, donc qui sont symbolisées par le personnage de Colin Firth et de tout son groupe de soldats et d'agents gouvernementaux, quand en fait nos protagonistes, par leurs facultés surdéveloppées, donc Josh O'Connor et Emily Blunt, semblent toujours avoir 4 coups d'avance devant eux pour ne jamais se faire choper ou ne jamais se faire capturer. En fait, constamment, que ce soit celui de Josh O'Connor ou de Emily Blunt, ils arrivent toujours à se sortir de la menace. D'une manière très grossière en plus, c'est-à-dire que c'est à la limite du Deus Ex Machina, quoi, c'est vraiment ça. Et même quand ils se font prendre, c'est-à-dire au début, quand c'est Josh O'Connor qui se fait choper, ou après Emily Blunt, quand elle va rencontrer Josh O'Connor dans cette espèce de caravane, etc., ils rentrent, elle rentre dans la gueule du loup, quoi, et par sa faculté, ils arrivent à se barrer d'une manière quand même assez grossière, et tu te dis c'est pas crédible quoi, c'est-à-dire que vraiment l'autre Colin Firth voit sa femme morte et c'est bon, il est complètement, il est complètement manipulé, c'est bon, et elle fait ça, enfin le personnage de Emily Blunt fait ça à presque toutes les personnes qui sont autour d'eux. Tu dis non, c'est pas crédible, ça tient pas quoi, vraiment. La fameuse suspension d'incrédulité là, elle ne fonctionne pas, ça n'existe plus. C'est beaucoup trop gros pour que ça passe. En plus d'un scénario parfois pas très bien écrit, le film possède un rythme ultra maladroit, c'est-à-dire que le film dure 2h25 et on les sent, il y a beaucoup de dialogues qui sont un peu inutiles et qui servent à rien, qui plombent le récit, il y a beaucoup de passages qui sont que du parler et je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, et heureusement le film se réveille par les scènes d'action qui sont vraiment très très bonnes, mais ça suffit pas malheureusement. Alors certes, Spielberg à la réalisation ça fait toujours des intercelles, c'est magnifique, avec beaucoup de passages, même pas des passages d'action, mais juste des passages d'émerveillement, comme je vous ai dit, il y en a un petit peu, qui montrent encore vraiment la maestria d'un homme tel que lui, quoi. Tel que le passage de l'enfance d'Emily Blunt, où elle va repasser son enfance à travers cette espèce de machines, de capteurs, avec les animaux qui vont venir dans sa chambre. Je trouve que c'est assez poétique, qui vont venir vers elle, ça fait très Arche de Noé, mais je trouve ça vraiment très beau. C'est vraiment d'une beauté Spielbergienne, j'avais pas vu ça depuis très longtemps. Ou tout simplement son climax. Et là aussi c'est assez paradoxal le climax, donc comme je vous ai dit, vidéo 100% spoiler, où il y a le jour de la révélation, donc le Disclosure Day qui est arrivé, donc on balance toutes les informations, et t'as vraiment une scène qui est assez paradoxale parce qu'elle est excellente, je trouve, enfin dans la manière de réaliser, la manière de mettre en place, c'est vraiment exceptionnel. T'as cette espèce d'amour de l'information, de vouloir la vérité, cet amour du journalisme qu'a toujours eu Spielberg, parce qu'il a quand même fait des films qui étaient avant vers le journalisme, il avait quand même fait Pentagon Papers, c'est vraiment très intéressant.
Il a toujours voulu mettre en lumière cette envie de montrer la vérité par le métier de journalisme. Et tout ça va être magnifié par le passage de la découverte. On va voir tous les médias, même les réseaux sociaux, etc. On sent quand même qu'on a voulu être quelque chose d'assez actuel, où on va voir ces images, etc. Alors le problème, c'est que je trouve que voilà, la manière dont Spielberg va utiliser l'image, je trouve que c'est magnifique. L'image qu'en fait Spielberg, de montrer toutes ses réactions, je trouve que c'est magnifique. Encore une fois, ça rappelle Rencontre du troisième type. Après, là aussi, c'est paradoxal parce que tu vois ces images, tu vois pas grand chose et c'est un peu clicheton quand même. On voit un petit alien, un machin, et en plus, la direction artistique des aliens, c'est quand même du bas de gamme, quoi. Vraiment, le Spielberg a repompé ce qu'il avait fait dans Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal, et encore, c'est pas son meilleur film, mais c'est vraiment des aliens d'une banalité, c'est dommage, putain, parce que quand tu repenses au design qu'avaient les créatures, ou en tout cas les formes de vie extraterrestres dans Premier Contact de Denis Villeneuve, bon, c'est différent, c'est pas du tout la même chose. Mais voilà, il y avait un véritable travail derrière. Là, c'est quand même les petits hommes verts, quoi. C'est vraiment le truc très cliché de Jacques Pradel, quoi. C'est vraiment la référence que j'ai. C'est un peu dommage, quoi. On pourrait avoir une nouvelle forme artistique, quoi. On est encore resté dans les années 40, quoi. Et d'ailleurs, il y a cette volonté de série B qu'on voit beaucoup dans le film. Spielberg se démord pas sur le fait que, ouais, on a voulu avoir ce côté un peu série B, d'où ces espèces d'aliens qui ressemblent à des extraterrestres assez clichés, quoi. Mais c'est assez fou parce que même si je trouve que ça tombe dans les clichés, putain, mais la manière dont Spielberg va mettre en place cette rencontre et la manière dont le monde va découvrir ces images, c'est magnifique, c'est impressionnant. Je trouve que la manière, en plus avec une musique de John Williams, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé de la musique de John Williams, que je trouve plutôt bonne, alors pas exceptionnelle, encore une fois, ça fait longtemps qu'il a pas sorti une BO exceptionnelle, hein, mais bon, il commence à vieillir, le pauvre, mais je trouve que ouais, ça fait vraiment des images qui marquent, quoi, qui sont vraiment très très belles. Encore une fois, la puissance de l'image, c'est une thématique qui est extrêmement apparue, qui a beaucoup apparu dans The Fablesman, par exemple, il adore ça, hein, le pouvoir de l'image, Spielberg, ça a toujours été ça, et aussi de l'œil, parce que voilà, faut pas oublier aussi qu'il y a énormément de plans sur des yeux, etc. Et comment ça nous impacte, comme le cinéma d'ailleurs, hein, j'ai envie de vous dire, d'où le titre de l'émission, hein, Ciné Eyes. À l'image aussi de son affiche, une des affiches qui était sur cette espèce d'œil, voilà, en plein milieu, qui résonne énormément avec le film et cette idée de rencontre, de découverte. Mais oui, là, comme j'ai dit, le film va frôler cette envie de série B, sur cette idée de se dire que bon, vous savez, Roswell, etc., les aliens, on voit ça un peu comme des conneries maintenant. Ça nous a amusé quand on avait vu les premières images, mais maintenant on trouve que c'est quand même assez bidon. Bah lui, Spielberg, ce qui est intéressant, c'est que lui, il va croire à ces conneries. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est ce côté un peu, et ça, beaucoup avait critiqué le film, sur ce côté très naïf, très... Allez, on s'en fout, on y croit, on reste dans cette idée un peu naïf, un peu bébête, mais si on y croit à fond, bah peut-être que oui, ça existe véritablement. Je trouve que c'est plutôt intéressant la manière dont Spielberg va mettre en place ça. Lui, vraiment, il te dit, face cam, il te dit, bah non, si on continuait d'y croire à ces conneries, peut-être que... Pourquoi ? C'est pas parce qu'on n'en a pas vu que ça n'existe pas, c'est ça qui est vraiment intéressant à travers ce film. Peut-être qu'il y a une forme de vie supérieure, etc., à notre monde, donc il y a un message très naïf derrière, mais qui est potentiellement assez honnête et assez beau, quoi, surtout de la part de Spielberg, qui peut nous amener à arrêter les conflits, à arrêter les guerres, et à ouvrir sur quelque chose de plus... je sais pas comment on pourrait dire ça, mais de plus... avec quelque chose de plus optimiste. Peut-être que c'est comme ça que vous voyez Spielberg à travers ce film. Alors certains vont pas être d'accord parce qu'ils vont trouver ça très neuneux, très naïf, mais il y a ce message qui est quand même assez beau, je trouve, derrière. En résumé, eh bien, Disclosure Day ne signe ni le retour gagnant de Spielberg dans le film de science-fiction, ni un ratage total, tant les intentions d'un auteur de cette trempe se font ressentir encore une fois. Le film n'est pas véritablement intéressant sur ce qu'il raconte, mais sur ce qu'il dit de son auteur, qui a toujours voulu croire en l'espérance d'un monde meilleur à travers une vie meilleure ou une existence meilleure. Le papa de E.T., Rencontre du troisième type, Les Dents de la Mer ou encore Jurassic Park, ne parvient pas à briller d'une nouvelle lumière dans le genre de la science-fiction, restant une semi-déception par son scénario maladroit et parfois mal écrit et son rythme de 2h25 qui plombe parfois son récit. Mais Disclosure Day est intéressant à analyser dans la carrière du Spielberg actuel, entre film intimiste et personnel et blockbuster nostalgique. Disclosure Day se place comme une porte d'entrée vers un nouveau monde et une nouvelle manière de croire que nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Et si c'est Spielberg qui le dit, alors pourquoi pas ?
Voilà ce que j'avais à dire sur Disclosure Day, donc réalisé par Monsieur Spielberg. Je l'appelle Monsieur parce que je sais pas comment on peut présenter un homme comme Spielberg sans en faire des caisses. Désolé, hein, c'est comme ça, car bon, on pense ce qu'on veut de ses films, mais c'est un homme qui a marqué le cinéma, mais au fer rouge, quoi. Enfin, vraiment, c'est... Voilà, je pense que tout le monde a vu ses films, tout le monde a adoré ses films. C'est un homme qui a traversé les générations, qui a fait tous les films possibles et inimaginaux, vraiment de tous les genres, voilà, de tous les aspects, et c'est toujours intéressant d'analyser son film, ou en tout cas ses derniers films, dans sa carrière, qui est monstrueuse comme on en voit rarement. Il a toujours fait des immenses films, et je pense qu'il continuera à en faire, même quand ils sont maladroits, comme Disclosure Day. Attention, la vidéo n'est pas finie, puisque après Disclosure Day, je suis allé me mater, alors, un film moins d'une heure, hein, vraiment c'est très cool, j'ai fait double ciné, avec le film que là aussi j'attendais, mais par son côté un peu fucked up. Et quand on connaît un peu le réal, c'est pas étonnant quoi, parce qu'on va parler du film Le Vertige, réalisé par Quentin Dupieux. J'ai vu une boulangère qui avait 8 doigts à chaque main. On est dans un monde fabriqué et il y a des bugs qui traînent, voilà. Franchement, je vais être honnête, hein. Ça me chie la tête ton truc là. Avant de parler du film, je fais juste un rapide retour sur mon passif avec Dupieux. J'aime bien Quentin Dupieux. Alors je trouve que tous ces films ne se valent pas, hein, parce que bon, quand tu fais un film par an, il y a un moment, qualitativement, c'est un peu inégal. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a toujours un petit quelque chose, un petit élément qui va me faire sourire, où je vais trouver mon intérêt. Même si le film est très moyen, je vais toujours dire « Ah, ça c'est intéressant, ça c'est amusant ». Par exemple, le dernier film que j'avais vu de lui, donc avant Le Vertige, c'était L'Accident de piano qui était sorti l'année dernière. J'aimais beaucoup l'interprétation d'Adèle Exarchopoulos qui me faisait mourir de rire, et aussi ce que disait Dupieux sur notre monde numérique, sur notre monde web, que je trouvais vraiment intéressant. Le deuxième acte, j'étais pas trop fan, je trouvais que c'était un peu mou, un petit peu long, mais j'aimais comment Dupieux analysait le rôle de l'acteur entre l'homme et l'artiste, comment les deux figures se transformaient. Dali, par exemple, j'aimais beaucoup l'idée d'avoir plusieurs acteurs pour jouer Salvador Dali d'une manière très différente. Et parfois, ça partait complètement en live, mais je trouvais que c'était une très bonne idée. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Après, il y a Yannick. Moi, j'avais plutôt bien aimé Yannick, sans que ça soit exceptionnel, par l'interprétation de Raphaël Quenard. Fumer fait tousser, c'était l'idée d'enclencher plein d'histoires où tous les personnages se racontaient des histoires et en fait t'avais des histoires dans d'autres histoires, etc. Je trouvais que voilà, ça te bouffait la tête, mais je trouvais que c'était intéressant. Donc voilà, il y a toujours quelque chose d'intéressant, il y a toujours un petit élément qui fait que je me dis, bon, c'est un film qui est parfois assez fouilleux, assez cafouilleux, parfois qui ne sait pas ce qu'il veut raconter, parfois il est trop court, parfois il y a trop de choses à dire, mais il y a toujours un petit élément qui fait que j'aime bien, voilà, tu passes un bon moment, et en plus les films sont plutôt courts. Ça c'est un truc qu'a compris Dupieux, quand on fait un film, faut pas que ton public s'ennuie, et quand il fait un film de 1h20, tu vois pas le temps passer, et encore une fois pour Le Vertige c'est pareil. Comme ça on perd pas de temps. Et donc pour celui-ci, Le Vertige, ce qui était intéressant, c'était, comment je pourrais dire ça, sur cette idée. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que Le Vertige, il l'a tourné très rapidement parce que il a fait un autre film. Voilà, comme je vous ai dit, il fait des tonnes de films par an. Film américain, un truc qu'il avait pas fait depuis son meilleur film pour moi, qui est Réalité, qui est un film absolument génial. Je crois que c'est son meilleur film dans toute sa carrière. Et il a refait un film américain avec Kristen Stewart et Woody Harrelson qui s'appelle Fulfill. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira. Il a été présenté à Cannes, je sais plus c'est quel je sais plus c'était quel festival, enfin c'était quel sous-festival à Cannes, mais il a été présenté là-bas. Je crois qu'il a été présenté le soir. Et il y avait aussi Le Vertige, donc il a tourné en très peu de temps. Et Le Vertige, le concept, c'est que le film a été créé sous une animation qui est quand même assez datée, parce que alors je sais pas comment on pourrait donner ce terme graphique, moi je dis que ce sont des cinématiques de PlayStation 1, voilà, hein, c'est des cinématiques absolument dégueulasses, voilà, mais je trouve que c'est très drôle à regarder, et du coup est-ce que ça valait le coup de faire ça, donc avec Alain Chabat, Jonathan Cohen et Anaïs Desmoustiers pour les 3 acteurs principaux. Et donc je pense que voilà, Dupieux derrière ce film, il voulait surtout parler de notre monde qui devenait un peu factice comme le monde dans lequel ils vivent, hein, parce que Alain Chabat découvre que nous vivons dans une simulation, voilà. Ce qu'on pourrait dire aussi, voilà, en mode Matrix, etc. Donc il y a plusieurs références. Et du coup, il va en parler avec Jonathan Cohen, etc. Et du coup, ils vivent dans cette espèce de graphisme PS1, etc. Pour mon avis, comme ça je fais rapide, c'est plutôt sympa. Voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, voilà. À un canard qui bug d'ailleurs, hein. Alors c'est pas un canard, c'est un pigeon qui bug, mais voilà, en gros,
ils vont trouver qu'ils sont dans une simulation liée au fait qu'il y a beaucoup de bugs dans leur monde, un peu comme chez nous hein, d'ailleurs, hein, beaucoup de bugs aussi, mais pas de la même manière. Mais on se dit que voilà, ça fait passer le temps, c'est amusant. Est-ce que ça valait le coup de faire ça ? Oui, c'est plutôt intéressant. Après, heureusement que le film n'est pas trop long, parce que c'est vraiment comment Dupieux va utiliser son animation pour basculer son monde dans quelque chose d'artificiel, de factice, tout comme ce qu'il dénonce dans le nôtre, hein, c'est vraiment ça, qui devient bien évidemment de plus en plus incohérent et illogique. C'est encore une fois plutôt fun, plutôt amusant, même si ça tient pas forcément sur plus d'une heure, hein, je vous avoue. Car dès la fin, tu sens que bon, Dupieux sait pas comment finir son film, et ça c'est un peu le truc que je reproche à Dupieux à chaque fois, il sait pas finir ses films. Quand tu regardais au poste, je trouvais que la fin était nulle, c'est pareil, enfin vraiment, il y a très peu de... Ah, peut-être à réalité où je trouve que la fin est vraiment super, mais après les autres films de Dupieux, je trouve que vraiment leurs fins sont assez pas terribles. Mais au moins le film passe plutôt rapidement. Donc j'ai pas grand chose à dire de plus sur le Vertige, je trouve que le concept fonctionne bien. Après voilà, encore une fois, passer 1 heure, je pense que vraiment on fait le tour du sujet. C'était juste sympa et amusant, j'ai pas grand chose à dire de plus, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois pour les films de Dupieux. Je trouve que là, l'intérêt c'est surtout de se dire, tiens bah j'ai un concept de manière de montrer ton film, d'animer ton film. Voilà, je pense que ça aurait pu être fait en 45 minutes, pas besoin de faire 1 heure, voire même 30 minutes, et on se serait vraiment marré, on aurait trouvé ça très sympa. Voilà ce que j'avais à dire donc sur Discovery et Le Vertige, 2 films complètement différents, hein, 2 salles, 2 ambiances, et en même temps pas tant que ça, parce qu'il y a quand même des gros rapprochements à faire sur ces deux-là, sur cette idée de quête de soi, de comment comment croire à un monde qui n'existe plus, quoi, un autre monde qui paraît factuel, etc., et peut-être que... ouais, il faut aller vers l'inconnu. C'est plutôt ça. Donc c'est assez étonnant en fait. Dans les 2 films, tu peux les rapprocher dans leur intention, étonnamment. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé donc de ces 2 films. Dites aussi ce que vous avez pensé de la vidéo, etc. Quant à moi, je vous dis très bientôt pour la critique, si tout se passe bien, de Toy Story 5. J'ai très peur. J'ai très peur parce que moi, étant fan absolu de la trilogie de Pixar, que je trouve absolument splendide, je me demande qu'est-ce que vont proposer les studios avec un 5e opus. Alors, j'ai revu le 4e opus, parce que je l'avais vu au ciné à l'époque, je l'avais pas revu depuis, et donc j'ai revu le 4e opus, que je trouve pas mauvais, je trouve qu'il est plutôt intéressant, mais il est quand même assez inutile, hein, je vous avoue, dans la trilogie, mais il se regarde, il est beau, il est super beau, et il est quand même assez émouvant par certains moments. Je me disais, ok, bon allez, un 4e, je veux bien, par contre un 5e, moi je suis désolé, je ne vois pas l'intérêt, et j'ai déjà vu les premières critiques, et les critiques sont vraiment pas terribles, beaucoup disent que c'est l'épisode de trop, et oui, je suis désolé, mais Toy Story pour moi c'était une trilogie, et c'est pas 5 films, je sais pas qu'est-ce qu'on a encore besoin de dire, donc on verra, peut-être que je me gourre, hein, mais voilà, Toy Story 5 pour moi c'est quand même un peu une arlésienne. Merci d'avoir visionné ce contenu, et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne, au revoir.